Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Bonsoir, bienvenue dans Des mots de minuit, c'est une nouvelle saison, c'est la 12e et vous l'allez voir, on a changé de costume. Je ne parle pas de mon vêtement, non, nous avons changé de décor, nous avons peut-être aussi amélioré nos manières de voir et nos manières de faire. En tout état de cause, toujours une envie et un désir chez nous, essayer de nuire à la bêtise. Commençons par le sommaire de cette émission avec Sophie Joubert que nous sommes heureux d'accueillir dans notre équipe. Elles sont romancières nées bien après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour vivre dans leur chair ce qu'elles ont appris dans les livres, pour aller au bout du cauchemar et défier les fantômes, elles affrontent la mémoire de la Shoah avec leurs mots et leurs regards singuliers. Cet homme, c'est Franz Stangl, policier autrichien, commandant des camps d'extermination de Sobibor et Treblinka. Dominique Sigaud fait face au bourreau, un tête-à-tête captivant. Chez Mazarine Pinjot, un adolescent d'aujourd'hui hanté par l'idée de la vérité cesse de s'alimenter après avoir vu les images du film Nuit et brouillard. Comment raconter, comment la fiction peut-elle prendre le relais du témoignage ou s'emparer de l'histoire immédiate? C'est aussi la question que se posent des cinéastes égyptiens dans 18 jours, un film collectif sur la révolution qui a abouti à la chute d'Hosni Moubarak. Il avait réalisé l'immeuble Yacoubian. Marwan Ahmed signe l'un des 10 chapitres du film. Philippe Lançon préfère La compagnie des femmes, surtout si elle ressemble à Gin Turney. Il pourrait vivre sans rien faire à la Havane ou peut-être à Hong Kong, décor de son dernier roman, Voyage dans son archipel intime. L'auteur est seul et c'est un traître, écrit ce journaliste qui croit à la fiction. La traîtrise, elle est précisément au cœur du livre de Sorge Chalandon, portrait d'un combattant de l'IRA passé à l'ennemi qui se confie juste avant de mourir. Retour sur un siècle de guerre et de lutte fratricide en Irlande du Nord. Histoire, fiction, révolution, trahison, Des mots de minuit, numéro 424. Et j'ajoute bien sûr un mot de minuit, c'est musique. Ce soir, nous recevrons le groupe Archimède pour son album Trafalgar. Mais commençons par Regard, si vous le voulez bien, avec ce soir deux invités, Dominique Sigaud et Mazarine Pinjot, et un thème qui est la Shoah, qui est donc cette horreur, l'une des horreurs du XXe siècle. Et à toutes les deux, je voulais vous demander quelle était votre nécessité d'écrire sur cette histoire-là. Dominique Sigaud. C'est la nécessité de travailler de façon plus globale sur l'entrave, ce que j'appelle dans le livre la loi du dragon, c'est-à-dire cette manière de traiter le pouvoir qui en arrive à l'anéantissement d'un certain nombre d'êtres humains, que ce soit un anéantissement physique ou un anéantissement symbolique, et dont la Shoah est l'expression la plus spectaculaire et la plus énorme et la plus désastreuse. Et pour vous, Mazarine ? La nécessité, elle prend plusieurs visages. On va dire d'un point de vue intellectuel, c'est la nécessité de la mémoire. Je pense que j'appartiens à une génération qui est la troisième génération, la dernière qui pourra entendre une parole vive, avoir un témoignage direct, et qui va être chargée après de faire quelque chose de cette mémoire et de la transmettre. D'un point de vue intellectuel, c'est ce travail de mémoire que je pense absolument nécessaire à tous les points de vue, aussi bien politique, social qu'intime. Ça s'inscrit dans cette démarche-là. Ensuite, il y a des raisons plus personnelles. Pourquoi intime ? Pourquoi intime ? Intime parce que je pense que cette mémoire ne passe pas uniquement par un apprentissage de l'histoire, qui est absolument nécessaire évidemment, mais aussi par une confrontation avec la littérature testimoniale, avec le récit de l'intimité, avec la façon dont ça est vécu.
Alors, deux remarques, c'est que ceux qui ont écrit, qui ont vécu, sont tout à fait légitimes, mais il y a toujours eu un débat ces dernières années sur la légitimité de la littérature. Il y a bien sûr Jonathan Little, il y a bien sûr Monsieur Lanzmann, comme vous dites, Dominique Sigaud, dans votre livre, qui dit non, la littérature et la fiction, c'est pas adapté à cette mémoire-là. Comment est-ce que vous réglez le compte Pour moi, c'est très clair. La littérature peut et doit s'emparer de tout, parce que la littérature, c'est la symbolisation. Évidemment que si on rentre dans l'imaginaire, et de toute façon, un jour, ça va arriver. Un jour, il y a des gens qui vont utiliser la Shoah comme imaginaire. Mais la symbolisation, elle est absolument fondamentale, parce qu'effectivement, nous sommes de la 3e génération d'après, et encore, je suis d'une demi-génération de plus que Mazarine Pinjot. Nous avons absolument besoin de retravailler la Shoah, mais grâce au travail qui a été fait avant, par ceux qui ont écrit, qui étaient les témoins qui l'ont vécu, ou par des gens comme Lanzmann. Mais que Lanzmann soit fâché, je peux le comprendre, mais nous avons une absolue nécessité. Pourquoi diable, tout d'un coup, y aurait-il un interdit de symbolisation par les générations futures sur la Shoah? C'est impossible. Chaque génération redécouvre et redécouvrira la Shoah et devra travailler dessus. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Pour ramener encore à cette question de la mémoire, il ne peut y avoir de mémoire vive qu'à partir du moment où la littérature s'empare d'un sujet. Sinon, ça devient une mémoire morte. Et alors, que faire de ça? Je pense que la littérature a la nécessité de s'emparer de ce sujet. Ensuite, elle n'a pas le droit de le faire n'importe comment. Ça, c'est une évidence. C'est plutôt là-dessus, je pense, qu'on doit déplacer le débat, qui est un débat passionnant, évidemment, parce qu'il interroge l'essence même de la littérature. Mais je pense qu'il faut qu'elle continue de s'emparer de ce sujet, et c'est évident. Il y a des proximités étranges dans votre livre. Donc, chez vous, Mazarine, c'est presque un essai philosophique, même si c'est un roman. C'est un enfant qui va se rendre anorexique pour prendre sa part et payer sa dette aux images qu'il a vues. Chez vous aussi, puisque vous avez vécu ces images et qu'elles vous ont durablement marqué, et qu'aujourd'hui, vous vous confrontez à l'un des anges du dragon. Serviteur du dragon, plutôt. Ange de... Non, pas ange, mais un des chevaliers du dragon, en tout cas. Qu'est-ce qui fait que l'origine de votre besoin d'écrire ces livres-là est dans l'enfance? Mais pour moi, c'est très très clair. C'est-à-dire que le jour où j'ai découvert seul, on avait la télévision depuis très peu de temps, donc c'était la fin des années 60, début des années 70, où j'ai découvert seul devant la télévision les images vraisemblablement d'un des tournages par des Américains ou des Russes d'une, entre guillemets, libération de camps, que j'ai réalisé que c'était une vérité et non une fiction, que j'ai réalisé grâce aux visages, aux voix, que c'était relativement récent et relativement proche géographiquement, ça a modifié définitivement le regard que je posais sur le monde. C'est-à-dire que définitivement, j'ai compris qu'il y avait un danger et une menace dans le monde occidental dans lequel je vivais, dont ce que je venais de découvrir était le visage le plus fort, le plus poussé. Mais je pense qu'avant, j'avais déjà eu des préalertes, des prémices d'une nocivité qu'il peut y avoir dans le monde et dans le monde occidental, puisque je ne connaissais que celui-là. Lesquels ? C'est ce que j'appelle l'entrave, c'est-à-dire dans une éducation bourgeoise occidentale, par exemple, cette façon d'entraver chez l'enfant une forme de pensée, une forme de parole, enfin tout ce qui permet à un individu de se développer. Ou un aïeul qui signifie qu'il y a une forme donnée qui est un peu bizarre. Oui, alors effectivement, naître dans une famille catholique pratiquante et découvrir qu'à la sortie de la messe, alors qu'à la messe, on nous apprend « aimez-vous les uns les autres », on peut être anti-nègre et anti-juif. Donc cette contradiction, dont j'ai découvert vraisemblablement, en découvrant la Shoah, que cette contradiction était au cœur même de la Shoah. On regarde un extrait du film Nuit et brouillard d'Alain Resnais. C'est un film qui date de 1955, donc 30 ans avant Shoah, de Lanzmann, et qui, on imagine bien comment l'enfant peut être traumatisé. Et on a tous ces images en nous, sans forcément le savoir. Les déportés regardent sans comprendre. Sont-ils délivrés? La vie quotidienne va-t-elle les reconnaître?
Je ne suis pas responsable, dit le capot. Je ne suis pas responsable, dit l'officier. Je ne suis pas responsable. Alors, qui est responsable? Au matin, ta mère t'a demandé ce que tu avais fait à ton ours. Des lambeaux de tissu pendaient de son ventre et sa tête ne tenait plus qu'à un fil. Et puis elle a vu les draps mouillés, tu l'as regardée comme une étrangère. Tu n'es pas juif, tu n'es pas un déporté, tu n'es pas un rescapé, tu es illégitime et tu en as conscience. Alors de quoi te mêles-tu? Par quel tour obscène de ton esprit te prends-tu à imaginer qu'on t'arrête devant ton enfant, qu'on le jette contre un mur devant toi et que son crâne explose, qu'on crache au visage de ta femme et qu'on la viole? De quel droit fonds-tu ton histoire à la leur? Est-ce par arrogance que tu désires la faire tienne, cette souffrance qui écrase l'humanité entière en même temps que toi-même? Voilà ce que vous écrivez, Mazarine Pinjot, pour cet adolescent qui devient anorexique pour éprouver ce qu'il a pu voir. Et en même temps, dans son expérience, vous dites une chose, c'est que la faim l'occupe tellement que toute idée de symbolique et de métaphorique disparaît. Donc, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui est impossible dans le vivre à la place? Bien sûr, de toute façon, par définition, c'est impossible. C'est d'ailleurs ce que raconte ce livre, c'est que cette expérimentation, d'une certaine façon, qu'il entreprend sur son propre corps, sur sa propre personne, pour essayer de comprendre si, dans ce processus de déshumanisation, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, il reste quelque chose. Cette entreprise est vaine, puisque d'abord, il n'est évidemment pas dans les mêmes conditions, qu'il va effectivement cesser de s'alimenter, mais se retrouver dans un hôpital où il sera pris en charge. Donc, par définition, c'est impossible. Et en même temps, ce besoin de comprendre, ce besoin d'accompagner, cette culpabilité aussi, sont, d'une certaine manière, son moteur. Il ne peut pas vivre sans ce moteur. Alors, son entreprise est vaine, mais il ne peut pas ne pas l'entreprendre. Moi, je me pose beaucoup la question de savoir, enfin, cette question qui nous est tombée dessus, comment on vit encore après avec ça, enfin, après cette déflagration. On a des enfants qui s'appellent Madeleine et qui deviennent historiennes, par exemple. Alors, justement, par rapport à la question que vous posiez sur l'enfance, c'est fascinant parce que ce que vous racontez de votre enfance, c'est effectivement ce qui est arrivé à mon personnage. Moi, j'ai pas du tout vécu ça. C'est-à-dire que je suis pas tombée à 6 ans devant des images. C'est arrivé plus tard, c'est arrivé plus lentement. Il y a eu évidemment le choc nécessaire, mais évident, mais pas aussi abrupt. En revanche, moi, la question que je me pose, et c'est pour ça aussi que ce personnage est un enfant, c'est comment je vais raconter ça à mes enfants? Comment cette chose qui s'est passée, qu'il faut leur apprendre, il est nécessaire de l'enseigner. Moi, je m'aperçois en tant qu'enseignante à quel point il y a une ignorance là-dessus, mais une véritable ignorance. Comment leur transmettre ça? Que leur raconter? Par quoi commencer? Et avec quelle langue? Et avec quelle langue? Parce qu'évidemment, je pense que la Shoah met au défi la littérature. C'est pour ça qu'il faut que la littérature continue, parce que la littérature va se réinventer au contact de la Shoah. La Shoah exige de la littérature qu'elle se réinvente. Et effectivement, cette expérience qu'il vit donc de ne plus manger, de n'être que corps, de n'être que matière, de ne penser que à ce qu'il va manger le lendemain, etc. Cette déshumanisation, c'est-à-dire au moment où l'esprit disparaît au profit de la matière, voilà, c'est ça, cette expérience que... Oui, on reparle du langage, mais comment faut-il se sentir après ça? Est-ce que l'une comme l'autre, vous parlez de la honte, vous parlez de la culpabilité, vous parlez de la responsabilité que peut encaisser ou peut assumer finalement le tortionnaire, mais comment doit-on se sentir? Vous dites, je parle de l'universel, parce qu'on est tous Hitler, ou potentiellement on est tous Hitler. Comment est-ce qu'on doit se sentir par rapport à des réflexions aujourd'hui, par exemple, sur la repentance? Comment est-ce qu'on peut intégrer cette histoire-là? Comment est-ce que le commun des mortels doit l'assumer? Alors, pas forcément par une expérimentation aussi radicale que le personnage de mon livre. Il ne s'agit pas de porter la culpabilité en permanence. Il s'agit, je pense, c'est ce que moi j'entends par devoir de mémoire, cette expression si controversée et légitimement controversée, cette idée d'une vigilance permanente. C'est-à-dire que
lire des textes, des témoignages, lire des ouvrages d'histoire, lire des romans sur la Shoah, permet je pense, de se questionner en permanence sur notre état de vigilance par rapport à la société dans laquelle on vit, par rapport aux autres, nos rapports aux autres. Et je pense que c'est ça que ça doit apprendre, c'est ça le devoir de mémoire. C'est pas tant juste se rappeler pour ne pas recommencer, parce que se rappeler n'a jamais empêché de recommencer quoi que ce soit. C'est de s'interroger sur sa propre humanité, sur les limites de sa propre humanité, sur le moment où est-ce qu'on n'est pas en train de devenir un peu lâche. Pour moi, c'est ça le devoir de mémoire. Parlons de votre langue, Dominique Sigaud. Je disais qu'il fallait inventer une langue. Alors là, pour le coup, il s'agit de se mettre au contact de la mémoire. Et dans la manière d'écrire la mémoire, vous l'inventez, la langue, puisque vous imaginez... Elle existe déjà, mon cher. Vous dites Shoah. Et ce que je trouve étonnant dans votre livre, c'est que vous dites Shoah sans mettre l'article. Oui, j'arrive pas. Pour moi, Shoah, c'est Shoah. Alors, je sais que ça engendre une confusion avec le titre du film de M. Lanzmann. Mais c'est simplement parce que pour moi, ça vient naturellement sous la forme Shoah. Ça n'a pas d'article. C'est Shoah. Je profite que nous sommes là pour rappeler la controverse qu'il y a eu à propos du fait que le mot Shoah disparaîtrait des manuels d'enseignement, ce qui est proprement scandaleux, ce qui fait exactement partie de cette fameuse loi du dragon dont je parle. C'est-à-dire, on commence par effacer les mots et évidemment, nous le savons bien, de l'effacement des mots peut venir aussi l'effacement du sens de la réalité qu'elle devait nommer. Mais le problème justement du sens et le problème du langage, s'agissant de la Shoah, c'est qu'effectivement, par définition, la langue confère du sens. Dès qu'il y a une phrase construite, il y a du sens. Et face à un événement qui, à un moment donné, n'en a plus, c'est comment arriver, par le langage, à ressaisir quelque chose qui échappe par définition au langage. Le problème, c'est que si Shoah était possible, il y a de la langue qui a été produite pour que Shoah soit possible. Or, c'était des phrases parfaitement construites qui donc étaient censées avoir un sens. De la langue idéologique, de la langue... c'est de la langue néanmoins. Et donc, c'est une construction idéologique. Vous écrivez un moment, la page avait été remarquablement tournée, pour parler des lâchetés. Mais je parle de la langue parce que ça m'a pour le coup, permis d'aller plus loin. C'est-à-dire, quand vous écrivez Shoah sans dire là, je me pose une question, pourquoi pas d'article ? Vous venez de m'expliquer pourquoi. Quand vous dites seconde GM, au lieu d'écrire Deuxième Guerre mondiale, je suis obligé de le voir autrement parce qu'en général, je lis Deuxième Guerre mondiale. Alors là, vous écrivez seconde GM. C'est très intéressant. De la même manière que vous dites Vera, donc étymologie du mot guerre, parce que Deuxième Guerre mondiale, mais la Deuxième Guerre mondiale ne recouvre pas Shoah. Donc Vera, ça recouvre les deux. Ça me pose un gros problème. C'est comme l'expression devoir de mémoire. J'avoue que moi, devoir de mémoire, j'y arrive pas du tout. Et je ne me sens aucun devoir de mémoire. Quelqu'un, la semaine dernière, une journaliste m'a demandé « Mais vous n'avez pas peur qu'on oublie ?» Je dis « Mais on a oublié les pyramides, on a oublié les... On n'oubliera pas. L'histoire humaine n'oubliera pas. Il s'agit de bien autre chose. Il s'agit d'un effacement. Il ne s'agit pas du tout d'oublier. On n'oubliera pas, c'est pas possible. Et sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, justement, ça parle de la langue et d'une langue idéologique. Ça me pose depuis très longtemps un énorme problème qu'on appelle ça Deuxième Guerre mondiale, donc l'aspect purement militaire de la chose. Et le problème, c'est que si Shoah a été possible dans le temps, c'est aussi parce qu'un certain nombre de responsables occidentaux ont dit aux Juifs et aux non-Juifs, aux Polonais, Juifs ou non-Juifs, qui venaient en disant « Regardez ce qui se passe dans les camps, il faut absolument intervenir », ils leur disaient, on peut dire raisonnablement et à juste titre, « Attendez, on va d'abord gagner la guerre et ensuite on s'occupera des Juifs ». Sauf que si nous devons encore travailler sur Shoah et si les historiens ont encore un énorme travail à faire, c'est notamment sur cette question-là. Comment c'est possible ? Et nous, la question qu'on se pose quand on a 10 ans, 11 ans, 15 ans, et mon fils c'est pareil, et le fils de mon fils ce sera pareil, se faire arrêter au Brésil, voilà. C'est comment est-il possible que les grandes puissances, qu'est-ce qui a fait que ça a pu durer dans le temps ? Et il y a une chose qui me fascine, c'est que je travaille depuis plusieurs années sur cette période, et donc on nous explique qu'il a fallu de très courageux Polonais, souvent ils étaient Polonais, qui viennent taper à la porte à New York, à Washington, à Londres, en disant « Au secours, regardez ce qui se passe ». On leur disait « Non, vous exagérez, les Juifs exagèrent toujours leurs histoires, etc. etc. » Ce serait la première fois dans l'histoire de l'humanité que les grandes nations n'envoient pas leurs espions dans le camp adverse. Ah bon, ils n'ont pas envoyé d'espions ? Cette fois-ci, il n'y en avait pas. Ils ne savaient pas ce qui se passait dans les camps. Qu'est-ce que c'est que cette baliverne ? Simon Wiesenthal,
regardez ce documentaire, Simon Wiesenthal, afin que nul n'oublie, c'est un extrait, documentaire qui a été signé en 1980 par Ludi Bocken et Hans Jacobs. Donc Wiesenthal est quelqu'un qui a permis qu'on traque les criminels nazis et qu'on les retrouve, et notamment Stangl, qui a inspiré votre livre. Extrait de ce film. Und weil wir ja gerade stehen hier vor der Nachbildung des Lagers von Treblinka, da sehe ich vor mir den Kommandanten des Lagers, Franz Stangl, denn hier auf seinem Gebiet wurden 700.000 Juden ermordet. Da ist der Zug gekommen und hier durch diese Seitenlinie hier wurden sie ausgeladen. Am selben Tag mussten die leeren Züge zurück. Es gab Tage, wo man 18.000 Menschen vergast hat. Und das war sehr wichtig, weil das war ein historischer Prozess. Es war der einzige Kommandant eines Vernichtungslagers, der vor Gericht stand. Und das war ein Fall, wo nur ich allein an allem hier tätig war, ihn hier zu bringen. Und sein Prozess war die große historische Lektion. Er hat alles erzählt, er hat nichts geleugnet, er sagte nur, er hat Befehle ausgeführt. Il a dit qu'il avait exécuté des ordres. Alors ce que vous soulignez dans ce livre publié chez Stock, Franz Stangl et moi, c'est que la veille de sa mort, il meurt d'une crise cardiaque, peut-être qu'il a assumé finalement, et peut-être qu'il a été puisque vous avez une théorie à laquelle je renvoie, la théorie des X et des 1, il a assumé d'être sujet. Sa part de responsabilité. Peut-être. Mais parce que ce qui est très impressionnant, et c'est pour ça que je dis que la loi du dragon se perpétue, c'est qu'on offre à ces hommes, mais c'est aujourd'hui pareil, on leur offre l'irresponsabilité en échange de leur obéissance, y compris à des choses immondes. Mais le processus est toujours le même aujourd'hui. C'est en ça que, pour moi, la Shoah, c'est une source de savoir. Ça devrait être, pour moi, c'est comme un modèle mathématique politique qu'il faut étudier en tant que tel. Et qui nous parle d'aujourd'hui, c'est toujours à l'œuvre, d'offrir l'irresponsabilité. Je veux dire, nos responsables politiques, nos irresponsables politiques le disent souvent, je n'y suis pour rien. Votre sens du récit, alors que une planche vient de tomber dans le décor, mais c'est un nouveau décor, je l'ai dit tout à l'heure, donc votre sens du récit. Et pour faire écho à ce que vous venez de dire, vous écrivez ceci: ce n'était évidemment pas dans la partie du camp d'extermination par le gaz où l'espoir durait rarement plus de 2 ou 3 heures, mais dans celle extermination par le travail où des juifs et des millions d'autres qui ne l'étaient pas devaient faire les ouvriers pour les IG Farben, BMW, Siemens et Daimler-Benz qui existent toujours et furent les vainqueurs de Vera, donc la guerre telle que vous l'avez définie tout à l'heure, puisque ni le nom qu'ils portaient ni l'argent qu'ils avaient gagné de cette manière ne leur furent retirés. On ne pensa d'ailleurs même pas à les envoyer devant un juge. Après tout, pensa-t-on peut-être, ils n'avaient fait que leur travail d'industriel, adaptant leur méthode de production aux aléas de l'histoire. Voilà ce que vous dites, Dominique Sigaud. J'ai encore une question pour l'une et pour l'autre. Est-ce qu'on est aujourd'hui suffisamment attentif à ce qui est arrivé au Rwanda, à ce qui est arrivé au Cambodge? Pardon. Allez-y. Moi, je pense que... pardon de remettre en cause la question, mais je pense que ça n'est surtout pas exclusif l'un de l'autre et que le danger aujourd'hui, c'est le combat communautaire, c'est le conflit victimaire. Je trouve qu'il n'y a rien de plus dangereux et au contraire, je dirais que plus on est dans cette mémoire de la Shoah, plus on peut être dans la mémoire du Rwanda, plus on est accessible à ça. Je pense qu'il y a un grave danger aujourd'hui, c'est le communautarisme, qui vient notamment d'un contresens sur ce que c'est qu'un crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité, c'est juridiquement et philosophiquement quelque chose qui concerne l'humanité et pas des communautés différentes. Et je pense que cette sorte de rivalité victimaire est extrêmement dangereuse et que c'est par la mémoire de l'un qu'on arrive à la mémoire de l'autre et que ça doit aller ensemble. Je veux juste ajouter un mot, puisque j'étais journaliste au Rwanda au moment du génocide, c'est qu'au Rwanda, qui avait été envoyé sur place l'armée de l'ONU, c'est l'armée du plus jamais ça. Or, les soldats de l'armée du plus jamais ça ont dit on ne peut pas intervenir pour sauver
les Tutsis qui sont en train de se faire génocider parce que nous n'avons pas reçu les ordres nécessaires, ce qui prouve bien qu'on n'a pas encore assez travaillé sur ce que c'était que Shoah et l'irresponsabilité mise en œuvre comme système. Ce que vous dites dans ce livre. Dominique Sigaud, Franz Stengel et moi, c'est publié chez Stock, Mazarine Pinjot pour mémoire, roman chez Julliard. Mesdames, je vous remercie. Merci beaucoup. Et restez avec nous, je vous propose d'écouter un jeune groupe, quoique, c'est 2 ans après un coup d'essai qui s'appelait, je ne sais plus, comment s'appelait votre groupe, votre premier... Et c'est un album éponyme, ça s'appelait Archimède. Ça s'appelait Archimède, c'était un album éponyme. Alors là, vous nous revenez avec Trafalgar. Le coup de Trafalgar, c'est trop nul ce que je viens de dire, mais vous nous revenez avec Trafalgar. Alors vous avez à la fois la gouaille française et la pop british. On vous écoute, vous êtes originaire de Laval et vous êtes accompagné par Thomas Corde à la basse et au chœur, Guillaume Payen à la guitare, David Tessier à la batterie. Sinon les 2 leaders sont Nicolas et Fred. Que tu ne sois qu'un loser, sans Rolex à ton bras. L'important c'est ton bras, qu'importe. Si diplômé d'un master, tu livres encore des pizzas. Le bonheur n'est-il pas ailleurs? Dans les seins qu'on pétrit, dans les contres pétris, dans l'art d'être incompris. Le bonheur est à la portée de tous, mais rien ne dit dans la rousse. Comment s'y prendre? Le bonheur est à la portée de tous, même les moches, même les rousses peuvent y prétendre. Qu'importe que tu ne sois pas ce footballeur qui palpe 1 million par mois. Tu roules en Porsche sur PS3, qu'importe. Si tu n'aimes pas tes rondeurs, nous autres on les aime pour toi. Le bonheur n'est-il pas ailleurs? Dans les seins qu'on pétrit, dans les cartons qu'on plie, dans les cartes qu'on déplie. Le bonheur est à la portée de tous, mais rien ne lit dans la rousse. Comment s'y prendre? Le bonheur est à la portée de tous, même les moches, même les rousses peuvent y prétendre. Tant qu'il est vrai que le bonheur est tolérant, qu'ils font de se croire au hasard sur la plupart des gens. La conversation des mots de minuit, rentrée 2011, avec vous, Philippe Lançon, pour Île, c'est publié chez Lattès. Bienvenue, Les Îles, pardon. Bienvenue dans cette émission. Sœur Chalandon, retour à Quilibex, c'est publié chez Grasset. Et vous, Marouane Ahmed, vous êtes cinéaste, vous êtes égyptien et vous êtes co-réalisateur de 18 jours,
qui est ce film fait dans l'urgence, avec un petit budget, et qui est ce film dans lequel des cinéastes égyptiens se sont emparés de ce qui s'est passé du printemps arabe. Voilà, on va discuter de ça avec vous dans une seconde. Philippe Lançon, les îles, on va forcément parler de l'amitié, du voyage, de la solitude, des îles, de ces îles que nous sommes tous, mais je me disais, en lisant votre livre excellent, par ailleurs, c'est pas tout à fait un premier roman, mais c'est présenté comme un premier roman. Vous avez eu un pseudo et un autre livre précédemment. Mais je me disais que ça pouvait être le livre d'une génération désespérée, ou qui a été désespérée dans tout ce qu'elle a traversé. Vous êtes né en 63 ? Oui. Et je pense que le voyage est peut-être quelque chose qui a à voir avec une déception assez généralisée sur le monde tel qu'il s'est fait depuis ces années-là. Une question, hein, je sais pas. Oui, je pense que j'appartiens à une génération, mais au sens large, puisque les personnages de ce livre n'ont pas tous exactement le même âge, et ils peuvent avoir 10 ans de plus ou de moins, mais qui a pu avoir les possibilités techniques de voyager, et aussi les possibilités techniques de développer sa solitude d'une autre façon, progressivement par le téléphone, puis par les mails, puis par les textos qui arrivent dans les circonstances les plus invraisemblables et qui donc ont permis à la fois de communiquer les uns avec les autres en étant très loin à distance de manière très facile, ici entre Hong Kong, Cuba, Paris, l'Inde, etc. Et d'autre part, finalement de se satisfaire à travers le voyage et toutes ces formes de communication technique d'une solitude qui, du même coup, les a transformés, nous a transformés. Marouane Ahmed, par rapport à ce qu'on vient de dire, alors c'est peut-être des réflexions de blancs un peu nantis qui n'ont pas vécu ce que vous avez vécu récemment en Égypte. Comment est-ce que vous sentez, vous, aujourd'hui, comme jeune réalisateur égyptien ? Vous êtes plein de fougue, plein d'enthousiasme par rapport à ce qui se passe ? Ou est-ce que le soufflet de l'utopie est déjà en train de retomber ? احيانا او اكتر حاجه دلوقتي الواحد هو دور المحلل. Parfois, on s'intéresse au rôle de l'analyste politique, comme si tout le monde s'improvisait analyste politique et y allait de son analyse et on discute chacun de ces sujets. De façon très spontanée et très instinctive, la Révolution nous a donné un formidable élan, nous a donné une énergie et nous a permis de nous redécouvrir. Et je vais vous donner un exemple très simple. J'ai habité dans un immeuble et nous avons essayé avec nos voisins de défendre cet immeuble. Et il y a eu beaucoup d'explosions, beaucoup d'événements violents au cours des 18 jours décisifs. Et nous avons découvert cette force inhérente à nous. Et dans le même temps, ce type d'événement peut susciter ce qu'il y a de pire en nous. De façon générale, nous avons assisté à un miracle, à des événements miraculeux. Et donc, nous sommes très optimistes. Mais notre découverte est que la partie facile de la révolution est terminée. C'est-à-dire que nous allons aborder la période difficile. On va continuer sur ce terrain dans quelques instants, mais vous parlez de Dieu un instant. Vous parliez de Dieu il y a un instant. Et simplement, je trouve ceci chez Philippe Lançon. Je ne crois pas en l'empathie, cette force narcissique chrétienne d'après la mort de Dieu. Je crois dans les malentendus féroces de l'amour et de l'amitié. Ils ne deviennent fertiles qu'à proportion des talents des protagonistes. Le talent est un état sans morale. Waouh, 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 waouh. Alors après, on comprend qu'on soit seul, qu'on voyage, et que finalement, les amitiés n'existent que parce qu'il y a de la distance. Si le talent est un état sans morale, il faut voir les amitiés et l'amour
à ce moment-là, en tout cas dans un roman, sans morale aussi. C'est-à-dire que les malentendus, c'est pas forcément quelque chose de triste ou de négatif. En fait, je pense que c'est même, en tout cas dans ce livre, tel que je l'ai expérimenté et vécu en l'écrivant, quelque chose d'extrêmement énergique, qui crée vous voyez, comme des différentiels entre les gens. Et dans ces malentendus se glissent tout un tas de choses qui, elles, à leur tour, deviennent véritablement des choses, des forces créatrices. Vous voyez ? Donc c'est en ce sens que je pense le narrateur, à ce moment-là, parle du talent qui est un état sans morale, c'est-à-dire comme quelque chose qui manifeste une énergie, et cette énergie va créer des forces attractives ou répulsives entre les gens, mais de ces forces vont naître des états amoureux, des états amicaux, des états qui peuvent être aussi d'ailleurs politiquement révolutionnaires, vous voyez. Pourquoi êtes-vous intranquille ? Pourquoi n'êtes-vous pas fixe ? Alors, dans vos lieux, et après on parlera de l'intrigue, mais dans vos lieux, il y a Hong Kong, il y a Cuba, il y a la Corogne. Et ce sont des lieux dont Sophie Joubert nous disait tout à l'heure que vous pourriez y être désormais, y vivre dans un état d'attente, oui, en de tout cas, latence. J'écris que je pourrais y vivre, oui, absolument. Est-ce que je le ferais véritablement ? En tout cas, disons vous y allez régulièrement ? Oui, j'y vais régulièrement, dans ces lieux et dans d'autres, et c'est des lieux qui sont liés à ma vie et qui sont des lieux fantasmatiques. Je suis loin d'être un citoyen monde, vous savez, ce genre d'expression un peu fourre-tout. Je suis tout à fait français, et par ma culture, et par la littérature, français, ouais. Mais, enfin, je crois en tout cas. Mais disons que effectivement, la vie a fait, et mon travail aussi, qui est celui, avant tout, qui a été celui de reporter, a fait que j'ai pu développer, expérimenter ces possibilités de voyage dont je parlais au début, mais qu'elles se sont littéralement déposées dans ma vie, comme probablement dans celle de Sorge Chalandon, et d'une autre façon. Mais disons que je ne suis plus capable de faire tout à fait le tri entre ce que j'ai vécu et qui est d'ordre professionnel, ce que j'ai vécu et qui est d'ordre intime, affectif, et ce que j'ai vécu et qui est d'ordre romanesque. Ce sont des choses qui se sont liées, et je pense que c'est dans le roman non pas qu'elles se résolvent, mais qu'elles aboutissent à un moment donné. Parlez-moi de Hong Kong, alors qu'on va voir des photographies de Bertrand Meunier, qui a travaillé sur Hong Kong et qu'on a vu récemment à la galerie La Petite Poule Noire. Oui, de belles photos en noir et blanc, là, oui, tout à fait. Oui. Eh bien, écoutez, Hong Kong... Votre Hong Kong à vous Eh bien, le Hong Kong à moi, d'abord, est fondamentalement un Hong Kong chinois. Parce que vous savez qu'évidemment, Hong Kong, c'est pour la plupart des gens qui y vont comme touristes ou pour faire du shopping. Disons que la plupart des Occidentaux, ils passent 48 heures, 24 à 72 heures, on va dire. Moi, je m'y suis quand même régulièrement aussi pour des raisons soit professionnelles, soit privées, installé plus longtemps. Et la vie a fait que c'est dans le quartier chinois, donc à l'ouest de Hong Kong, que je me suis installé. Donc c'était un quartier où, effectivement, les possibilités même de parler anglais était extrêmement limité. Donc ce quartier est un quartier où on voit véritablement la vie chinoise, et ce qui, pour moi, une des choses qui caractérise Hong Kong, c'est la vie à plusieurs étages. C'est-à-dire qu'il y a une vie ultra chinoise et ultra grouillante qui est au ras du sol, avec les petites échoppes, les marchés qui sont tout à fait fantastiques, et où je peux marcher des heures, essayer de communiquer comme je peux, avec d'ailleurs beaucoup de malentendus plus ou moins fertiles. Et puis, plus on monte, comme il y a cette échelle qui finit avec les gratte-ciel et puis le pic qui est au-dessus de la ville, plus on monte, plus on change de vie, littéralement, vous voyez. Et donc, et on va vers des vies avec les passerelles qui sont de plus en plus occidentalisées, en quelque sorte, même si c'est des Chinois qui en bénéficient, bien sûr. Ils en parlent bien. Donc, oui, non, c'est... Et donc cette vie à plusieurs étages, où on monte, où on descend dans des chaleurs, en tout cas l'été, épouvantables, et je préfère comme à Cuba l'été. On se cherche toujours, Oui, on ne se trouve pas. L'idée, c'est de se chercher. Oui, et surtout, on ne se trouve pas. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on trouverait, mais c'est mieux de rencontrer à ce moment-là véritablement les autres, et c'est encore plus drôle quand on ne les comprend pas. Il faut faire un type d'effort un peu particulier. Quelle solitude. Oui, mais en même temps, quels échanges, et quelle possibilité de rêverie. On est un peu comme une espèce de plante carnivore qui pousse dans une serre, quoi, vous voyez. Dans votre livre, Jade et Jude, c'est le cœur du livre, elles entreprennent un voyage. Ce sont deux anciennes amies. L'une habite Hong Kong et elle est avocate de renom. Enfin, en tout cas,
Et puis, dans ce voyage qu'elles vont faire à Cuba, en passant par Paris, chez un narrateur qui vous ressemble étrangement, dans ce voyage à Cuba, l'une d'entre elles va devenir folle et va être internée. Et c'est ce récit, ce récit, ce délire, il y a un moment de délire dans la vie de cette femme, et votre livre est bâti autour de ce délire et autour de ce qu'il implique chez les différents protagonistes qui la connaissent et qui l'ont côtoyée. Si le titre n'avait pas été déjà pris par un grand romancier que j'admire et auquel je ne me comparerai pas, Thomas Bernhardt aurait appelé ça perturbation. Oui. C'est une perturbation, c'est l'histoire d'une perturbation. À plusieurs niveaux. Donc il y a cette histoire de cette femme qui devient folle, somme toute par hasard, on va dire, dans un pays qui n'était pas du tout son genre, dont elle ne parle pas la langue, qui est Cuba. Elle ne parle qu'anglais, cantonais et chinois, et mandarin, c'est déjà pas mal, mais elle ne parle pas l'espagnol. Et elle va se retrouver dans cet hôpital psychiatrique cubain, j'y insiste, c'est-à-dire pour cubains. Donc un endroit particulièrement austère et difficile, surtout dans cette période à Cuba, c'est-à-dire les années 2000, qui sont très pauvres. Et donc cette folie va de manière incompréhensible au départ perturber la vie et la conscience du narrateur et de tous les gens qui vont se confronter à cette histoire. Et donc ce que le livre essaie de raconter, c'est à la fois effectivement l'histoire de cette folie, qui est brève, somme toute, cette descente, qu'on appelle un désordre dissociatif, somme toute quelque chose d'assez banal, oui. Et la perturbation que cette descente provoque chez les autres et aussi dans la conscience du narrateur, c'est-à-dire la manière dont il se met à raconter cette histoire en permanence comme une lente dérive par association d'idées qui lui font revenir à la fois sur son passé, sur des lieux qu'il a connus. Je vous propose d'accueillir Alexandra Lemasson, qui nous accompagne maintenant depuis quelques années dans cette émission, et je vais lui demander de bien vouloir venir lire un extrait de votre texte. Alexandra Lemasson. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Les îles, Philippe Lançon, c'est publié chez Jean-Claude Lattès. La plage était une petite baie en forme de crabe. À chaque extrémité des pinces, il y avait des rochers au bout pointu, ce qu'on appelle des dents de chien. Entre les deux, le sable blanc et fin descendait lentement dans une eau chaude, transparente, d'une pureté presque angoissante. Jade et June s'installèrent à l'ombre du flamboyant. June alla aussitôt nager. Jade ne la suivit pas. Elle regardait l'eau. Elle eut peur de se noyer. La peur tourna quelques secondes à la panique, une panique silencieuse qui se termina en flot de sueur. La température était douce. 2 Cubains maigres, vêtus de t-shirts troués et coiffés de vieux chapeaux informes, passèrent sur la plage en silence. Ils semblaient chercher quelque chose. Jade eut l'impression qu'il la cherchait, elle, mais sans la voir. Fallait pas qu'il la voie. Elle retint sa respiration. Tant que je respire pas, il me voit pas. Elle regarda la tête blonde de June flotter dans l'eau claire, cette tête approchée des bords du cercle d'ombre dessiné par le flamboyant pour aller blanchir au soleil un peu plus loin. Si elle quitte pas l'ombre, je reste invisible. Mais la tête de June rejoignit la lumière et Jade se mit à la haïr. Elle se sentait trahie par son ami, par les circonstances, par la mer et le cercle d'ombre. Elle pensa, pourquoi faut-il que les voyages nous révèlent que nos amis sont des fantômes ? Merci Alexandra. Vous dites de Jade, elle se défaisait de jour en jour. Oui, elle se défait, c'est-à-dire que petit à petit, ça commence par le corps d'ailleurs, puisqu'elle commence par avoir la diarrhée, en vérité. Et puis petit à petit, donc le corps, puis tout l'esprit suit, puis la relation à travers l'esprit, toute la relation et l'amitié qu'elle a avec son amie June, qui petit à petit tourne à l'enfer, puisqu'elle en fait, elle devient presque paranoïaque. Bon, c'est un mot que je n'aime pas employer, je ne crois pas l'employer d'ailleurs dans le livre, mais elle est prise d'une sorte de manie de la persécution qui, dans cette île qu'elle ne comprend pas, qu'elle trouve absolument horrible, et évidemment ça se concentre sur la seule personne qui pourrait l'aider,
qui est précisément son ami June. Et donc petit à petit, finalement, la personne qui pourrait l'aider est celle qui va l'abandonner. J'ai une question sur... enfin, deux questions encore par rapport à ce roman, et ensuite on ira plutôt en Égypte. C'est la question sur la fin du roman, c'est-à-dire que vous avez tout donné pour comprendre, donc peut-être pour aider cette femme, et aujourd'hui elle a disparu de l'univers du narrateur en tout cas. Oui, elle a disparu. Il est dit d'ailleurs dès le prologue que le narrateur, l'auteur, mais l'auteur est un traître, ouais. Et donc le narrateur en est un aussi, au sens où il raconte cette histoire, où il l'imagine, hein, mais en tout cas il raconte l'histoire qu'il a eue avec Jad, soit telle qu'il l'a su, soit telle qu'il l'a imaginée en fonction de ce qu'il savait, et à la fin, cet homme ne dit pas à Jad qu'il va écrire cette histoire. Salaud. Oui, c'est un salaud, mais j'espère que c'est un bon auteur. Donc, voilà. Et donc, la trahison est effectivement au centre du processus. Je n'arrive pas à savoir si dès le départ, il savait ce qu'il ferait ou pas et jusqu'où il irait. Je pense qu'il l'ignorait absolument. Dernière question sur la dimension enquête de votre roman. Comment est-ce que vous avez réussi à reconstituer il y a beaucoup de journalisme dans la manière de construire le roman. Au-delà de la qualité littéraire qui est évidente, je l'ai dit tout à l'heure. Les deux endroits sont les deux endroits essentiels qui sont les deux îles, d'où en partie le titre, Hong Kong et Cuba, sont des lieux qu'effectivement je connais très bien. Et j'ai profité à Cuba d'un certain nombre de reportages que je suis allé faire pour ces dernières années, pour ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est-à-dire voir des lieux, voir des gens qui avaient pu croiser ou qui avaient hébergé la personne qui a inspiré le personnage de Jad. Voilà. Ceci dit, je l'ai fait, mais pas trop, parce que je voulais absolument que... me connaissant, que l'imagination garde tous ses droits, c'est-à-dire qu'elle puisse... je pense vraiment que c'est l'imagination qui m'a permis en particulier de décrire la descente de Jad. Je pense que une enquête maniaque et obsessionnelle ne me l'aurait pas permis. Je me serais perdu dedans comme dans un sable beaucoup trop mouvant. Allons en Égypte, si vous voulez bien, et je pense qu'on évoque des façons de faire. Alors, on parlait là de la dimension enquête et de la limite de l'enquête. En Égypte, il y a cet enthousiasme de 10 jeunes réalisateurs qui disent on va, dans notre art et dans notre cœur de métier, on va essayer de dire ce qui est arrivé à notre pays dans ces 18 jours. Le film s'appelle 18 jours. Il a eu un beau succès à Cannes. C'est un film qui est fait de briques et de broc. Ça a été fait à l'emporte-pièce, à la petite semaine. Mais en même temps, ça a été très bien fait puisque, pour le coup, il a été validé à Cannes, où l'Égypte était au cœur du propos. Je vous propose l'extrait de votre partie, Marwan Ahmed. Ça s'appelle 1919. C'est le matricule du prisonnier que vous filmez. On regarde un extrait de votre film. هتتعب معانا شوية. عايزين نسجل بيانات اسمك بالكامل واسم أمك وأبوك وأخواتك ونسوانهم وعمامك وعماتك وخالاتك وولاد عمك ونسوانهم. يعني كل عرس له صلة دم بيك. عايز أعرف بيشتغل إيه؟ بينام على أنهي جنب؟ فهمت؟ فاهم. مش سامعك. انتوا مش قلتوا الكلام هنا وشوشه؟ ليه؟ مرافقني ايه ابن العرس؟ الكلام ده بره في الصاله. ولا اقوم احط لك حاجه في زورك اخشنهولك. اسمك بالكامل ايه؟ عصام بقى يوسف الشمسي. عمتك الكبيره عندها 9 عيال والصغيره عندها 7. ما شاء الله. انت مش لسه قال ان فاطمه حسن لطفي دي تبقى بنت عمتك؟ ايوه. طب ازاي بقى تتجوز ممدوح ابن عمتك؟ ما هم ولاد عم يا منصور. هتتجوز اخوها؟ ده ممكن بقى يبقى ولاد عم او ولاد خاله. ولاد خاله
انت عندك كام بنت عم متجوزه كام ابن عم 5 Régime policier, c'était avant ce qui s'est passé en janvier. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet-là ? Alors qu'on a dans le film collectif, on a des choses très, très, très diverses. Là, pour le coup, vous focalisez sur la torture, qu'elle soit directe ou qu'elle soit blanche. De façon générale, je me suis inspiré de la violence. Depuis un certain temps, d'ailleurs, dans l'immeuble Yacoubian, il y avait des scènes similaires qui avaient trait à la torture. Et il y avait une scène très explicite à ce sujet. Et durant la Révolution, il y a eu plusieurs témoignages qui ont été confrontés à la torture. Et pour ma part, ce qui m'a poussé à choisir ce sujet, c'est que la famille de l'officier fait partie du régime, de la famille d'Hosni Moubarak. Et donc il pense comme le régime. Et donc j'ai voulu rentrer dans ce raisonnement stérile et qui essaye d'interroger la personne en face de lui. Et donc nous racontons une enquête et comment le régime a traité la révolution pendant qu'elle arrivait. Dans tous ces détails. Et pour moi, ces détails sont très intéressants dès le début de la Révolution. Et cet officier de la sécurité nationale vous ramène parfois aux années 60. Et il y a aussi un rapport très différent avec les jeunes, avec la jeune génération. Et c'est ce fossé, cet écart qui a permis le succès de cette révolution. Quelle était l'urgence, quelle était votre urgence à vous, cinéaste, à faire un film alors que le film était dans la rue ? Nous avons été comme les millions de personnes qui se sont retrouvées. Nous avons vécu des sentiments très forts et des liens se sont créés. Et tout cela s'est passé pendant la Révolution. Et nous avons fait cela seulement pour nous exprimer. Il y a des gens qui ont écrit des poèmes, des gens qui ont écrit des articles. Et nous, en tant que cinéastes, nous avons voulu nous exprimer par ce biais-là. Et nous avons créé ce groupe qui est un groupe d'amis, en fin de compte. Un groupe d'amis qui a décidé de travailler ensemble. Et de là est née cette idée de film. Et le premier film a été tourné par Yousri Nasrallah 3 jours avant la démission de Moubarak. Et nous avons travaillé avec vraiment des caméras rudimentaires, dont les coûts étaient très très bas et chacun est parti avec son idée et nous avons eu l'opportunité de travailler sur des idées différentes, même si nous avons travaillé ensemble. Nous avons tout de même travaillé à des sessions de brainstorming pour savoir un peu ce que chacun voudrait faire. Alors vous avez retrouvé le plaisir de travailler, vous avez retrouvé la liberté de pouvoir faire, même avec des bouts de ficelle. Mais je me disais, vous êtes le réalisateur de l'immeuble Yacoubian, d'après le livre d'Aswani, qui date de 2005. Film à énorme budget, avec des codes très hollywoodiens, et en même temps qui déjà décrypter la société égyptienne, qui était très critique, qui parlait déjà de la torture. La différence aujourd'hui ? Alors je sais bien, je vois bien ce que vous allez me répondre, mais en 2005, on arrivait déjà à dénoncer la répression du régime. Vous n'avez pas été censuré à l'époque. Ou on n'a pas pu vous censurer parce que le succès était énorme.
La différence, c'est que j'ai d'abord travaillé avec l'Institut cinématographique dans lequel j'ai étudié. Il y avait une véritable expertise. Et nous avons travaillé dans ce projet-là de façon très spontanée et de façon très libre, de façon improvisée. Et nous n'avons bien sûr pas présenté ces films à la censure. Nous n'avons pas cherché à obtenir des autorisations de tourner dans la rue, bien sûr. Et il y avait une véritable liberté. Nous sommes libérés de tous les obstacles qui, habituellement, accablent le cinéaste dans le régime de Moubarak. Oui, mais ça j'ai bien compris. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au moment de l'immeuble Yacoubian, on a l'impression qu'on a là un film très critique sur l'Égypte et que déjà à l'époque vous aviez pu faire. C'était en 2005 et à l'époque Moubarak serrait la vis à tout le monde. Or l'immeuble Yacoubian est presque une espèce de bizarrerie, d'étrangeté dans l'Égypte de cette époque-là. L'immeuble Yacoubian a rencontré beaucoup de problèmes et le Parlement s'est réuni pour censurer, pour interdire ce film. Car il y avait plusieurs scènes dans ce film qui étaient sujets à controverse. Il y avait certains parlementaires qui ont soutenu ce film et contre l'interdiction. Et nous avons posé un ultimatum, soit nous le présentons comme il est, soit nous le retirons. Et vous avez gagné. Oui, nous avons réussi. Et bien sûr, le livre avait eu un immense succès international. Regardons un extrait d'Immeuble Yacoubian. Immeuble Yacoubian, vieil immeuble du Caire, dans lequel vivent toutes les catégories de population, avec les très pauvres qui sont sur la terrasse. Un film dans lequel on parle bien sûr d'homosexualité, ce qui était attentatoire au code égyptien, où on parle du statut de la femme, où on parle de torture, etc. etc. Extrait. صلاة الجمعة خلصانة بقالها ساعتين ويمكن أكتر. أنا بصلي في جامع بعيد شوية وبحب أمشي. ده غير إن الإمام الخطبة بتاعته طويلة. اديني يسر. شوف لك جامع قريب تصلي فيه. وإيه الكتب اللي معاك دي؟ فيها كتاب ليكي. هدية يعني؟ إن شاء الله. أنت ناوي تسيب دقنك كده؟ إن شاء الله مش هتشوف مسح لها بعد النهاردة. الكتاب بتاعك أهو. خليه معاك، أنا إيدي مبلولة. ولا أقول لك اقرأ أنت، ماليش تقل على القراية. بوسعين، أحوالك مش عجباني. أنت مش ولي أمري عشان أحوالي تعجبك ولا ما تعجبكش. يا عالي يا بوسعين. سيب إيدي يا طه بدل ما ألم عليك السطح كله. للدرجة دي؟ بص بقى يا طه، أنا هجيب لك من الآخر. قصتنا انتهت. بالإنجليزي ذا إند اللي بيكتبوها في آخر الأفلام. كل واحد مننا في سكة. أنت بتربي دقنك وداخل على سكة مشيخة وأنا بلبس قصير ومبسوطة كده. يعني شكلنا كده محدش لايق على التاني. Quelles sont pour vous aujourd'hui, Marwan Ahmed, les priorités à régler dans ce moment d'après-printemps? Quels sont pour vous, comme citoyen égyptien, comme intellectuel égyptien, quelles sont les choses sur lesquelles il ne faut pas se rater, comme on dit? Quelles sont les priorités? Tout d'abord, mettre en place un État moderne qui respecte les droits de l'homme, qui assure la justice sociale, qui respecte la justice et qui garantisse la liberté et qui respecte les minorités également. Voici les choses qui, selon moi, sont portées par les intellectuels pour arriver à une première forme de constitution qui protège tout citoyen égyptien, qui garantit sa liberté individuelle et qui défende toute personne qui veuille exercer sa liberté. Vous avez fait un film très remarqué sur les bidonvilles en Égypte. Quel est votre prochain sujet comme réalisateur?
Vous voulez dire le sujet de mon prochain film? Votre prochain film, oui. ما هو ملوش أي علاقة بالثورة. Ça n'a aucun rapport avec la révolution, à vrai dire. ولكن أنا في موضوع شغال عليه بقالي C'est un sujet auquel je travaille depuis un certain temps. الحشاشين الأساسنز. Et les assassins. Il s'agit des assassins عايز أحكي قصة حسن الصباح. Qui est une secte menée par Hassan Sabbah. وعايز أحكي القصة دي لأن القصة دي Et c'est une histoire qui traite de la première vision du kamikaze dans le monde arabe. Et j'ai l'habitude de dire que l'histoire se répète. Il y a des choses qui restent les mêmes dans l'histoire. Et plus je m'intéresse à ce sujet, en vivant cette période actuelle, plus je trouve des ressemblances avec la période actuelle, avec des choses que nous vivons au quotidien. Quel est votre âge? Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 34 ans. Une question sur qu'y a-t-il encore de bon à prendre chez nous qui, pendant des dizaines d'années, voire des siècles, nous sommes présentés comme, on dit, la France, pays des droits de l'homme, les États-Unis, la démocratie, etc. Qu'est-ce que, pour vous qui êtes en construction aujourd'hui, enfin, dont le pays est en construction aujourd'hui, qu'est-ce qui est bon à prendre chez les Blancs, chez les Blancs occidentaux qui ont été à ce point, notamment pour l'Afrique, donneurs de leçons dans les décennies passées ou dans les siècles passés? Qu'est-ce que vous... où est-on encore un modèle ou un exemple, si tant est qu'on ait pu l'être? Bien sûr, incontestablement. Il y a des modèles dont on doit apprendre, mais il y a des choses à éviter, bien sûr. Il y a plusieurs révolutions qui sont entrées dans des périodes très difficiles et qui ont réalisé des bonnes choses. Bien sûr, nous devons nous inspirer de ces modèles et ne pas répéter les erreurs qui ont été commises. Il y a des pays dont les révolutions ont été volées, comme en Iran, par exemple. Et il y a d'autres modèles démocratiques. Et moi, je pense que chaque pays doit créer son propre modèle démocratique en se fondant sur sa culture, sur son histoire, sur ses exigences et ses aspirations. Et je pense que l'Égypte est en mesure de créer un modèle propre, bien sûr en s'inspirant des meilleures choses qui caractérisent le modèle français, le modèle indien, le modèle malaisien, et pour créer notre propre modèle à nous. Mais messieurs les journalistes, vous avez été tous les deux journalistes, enfin, et vous êtes encore journaliste à Libération, vous êtes passé au Canard enchaîné. Oui. De votre point de vue, un mot de commentaire sur ce que vient de dire votre voisin, Marwan Ahmed, qu'est-ce que vous pourriez exporter de ce qu'on représente, nous? De ce qu'on présente nous? Oui, c'est-à-dire. Ben moi, déjà, il faut prendre le meilleur de ce qu'on est. Ben moi déjà, je vois ce qu'on exporte de ce qu'il représente, c'est-à-dire le courage de changer les choses. C'est-à-dire, pour moi, c'est la chose. Dans la position dans laquelle il est, dans laquelle je suis moi, je suis plutôt élève. Ouais. Je ne pense pas qu'en ce moment où tout se recrée, où tout se refonde, je ne vois pas dire du tout, à quelque titre que ce soit, excusez-moi, j'ai un truc à vous proposer. Là, pour l'instant, j'ai une leçon. Leçon en Égypte, leçon en Syrie, mon Dieu, leçon en Libye. Quel courage. Quel courage. Je pense à la Syrie notamment très fort. Et moi, je suis élève, je les écoute, je les regarde et je me dis, pour moi, c'est une chose oui, la rue peut faire changer les choses. On avait oublié ça quand même. La rue peut faire changer les choses. Et même dans des régimes difficiles, dans des régimes où la violence prime, où la force prime, la rue peut faire changer les choses. C'est une leçon pour moi qui est absolument incroyable. Attendons
qu'ils mettent en place ce qu'ils sont en train de mettre en place pour revenir avec quelques idées de notre civilisation cartésienne, etc. Mais pour l'instant, savourons ça, quoi, y compris avec les dangers que ça représente. Philippe Lançon. Je vais prolonger ce qu'il dit, puisque évidemment, j'ai aucune leçon, ni attitude, ni quoi que ce soit à exporter. Mais en revanche, prolongeant ce que disait Sorge, si la rue, effectivement, ça nous apprend, et dans quelles conditions que la rue change les choses avec courage et nous fait réfléchir au sens que peut avoir une vie humaine, c'est-à-dire à quel prix est-on prêt, non pas à la jouer, mais simplement à la vivre et à l'expérimenter, et pour quelle valeur. Voilà. Alors, nous ne sommes pas dans les mêmes pays, nous n'avons pas les mêmes histoires, et nous ne sommes pas au même moment de nos histoires, mais il est certain que quand on voit ici le sorte d'aquabonisme dans lequel on est. Vous savez, la fin des choses impossibles, on va dire. Vous savez, c'est ce qui est frappant avec, pour le dire en 2 mots, avec ces changements, c'est que tout à coup, ce qui était impossible est devenu possible. Et nous autres, ici, en tout cas moi, c'est mon sentiment, nous vivons dans un pays où l'impossible est un mot qui a été rayé de la carte, ou en tout cas du dictionnaire, et en tout cas du dictionnaire politique, avec tout ce qui signifiait. Voilà. Donc, au nom des affreuses révolutions, de la violence, etc., etc. Donc il n'y a plus que du possible. Et le possible, en fait, c'est la mort d'un certain nombre de choses, du courage, de la pensée. Vous voyez, c'est-à-dire, le possible, c'est ce qu'on vit, mais c'est ce qu'on vit dans la situation. Et finalement, ce n'est pas très intéressant. Donc c'est ça que moi, en tout cas, j'observe avec intérêt en Égypte et ailleurs. En Égypte et ailleurs, 2 photos, Visa pour l'image, c'était la 23e édition du Festival de photojournalisme, avec 2 lauréats, Catalina Martin-Chico, elle est franco-espagnole. Regardez sa photo, prix du Visa d'or humanitaire du CICR pour son photoreportage La Révolution yéménite. On parle du printemps arabe. Et puis Yuri Kozyrev, il est russe, prix du Visa d'or News et Magazine pour son reportage Les chemins de la révolution. Iwo Jima, ça, c'est les Américains qui c'est l'image du drapeau qui remonte. Elle est très forte, cette image. Voilà pour le printemps arabe. En fait, vous connaissez l'Égypte, vous êtes déjà allé en Égypte? Oui, j'étais en Égypte après la mort de Sadat. J'y suis allé plusieurs fois, oui. Et vous nous revenez, vous êtes le bienvenu sur ce plateau, avec retour à Quilibex. C'est un roman publié chez Grasset, votre éditeur de référence. Il y avait eu précédemment un livre qui s'appelait Mon traître. Et alors, si je la fais courte, vous avez beaucoup couvert, comme on dit dans notre jargon, l'Irlande du Nord, à tel point que vous y avez eu des solides et des fortes amitiés avec des responsables ou des chefs de l'IRA. Et que, en tout cas du mouvement républicain. En tout cas du Sinn Féin. Du Sinn Féin. Et donc il y a eu un premier livre qui s'appelait Mon traître. Et un ami, un grand ami du mouvement républicain vous a trahi, puisqu'il a collaboré avec les Anglais, donc avec l'ennemi. Et de ça, vous n'avez jamais entendu parler, il ne vous l'a jamais dit. Et donc vous avez fait un livre qui s'appelait Mon traître, et c'était le point de vue du trahi, c'était votre point de vue. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas trahi, il a trahi sa cause. Il a trahi sa cause, combat, mais vous aussi. Son peuple, et paradoxalement, aux marges, ses amis dont j'étais. Mais j'étais un ami français, j'étais un passant. Oui, mais quand même. J'étais trahi. Ce besoin d'écrire un livre, c'est qu'il y a bien une trahison dans l'amitié. Et aujourd'hui, avec Retour à Quilibex, de cet homme dont on ne sait pas exactement comment ça s'est fini. Enfin, on n'a pas les détails exacts. Il a été assassiné. Il a été assassiné par des gens opposés au processus de paix, par des républicains qui refusent la paix, qui refusent le fait que Sinn Féin participe. Enfin, c'est un peu compliqué, mais que l'Iran, en tout cas, ait déposé les armes en disant il est temps maintenant de négocier. Ils refusent ça, ils continuent de se battre, et donc ils l'ont assassiné parce qu'il était traître, et donc ils estiment que tout ce combat républicain depuis des années pour arriver à ça n'est pas suffisant, et donc ils continuent la lutte, ils sont minoritaires, mais ils continuent la lutte, et lui, ce traître-là, a été l'une de leurs premières victimes. Et aujourd'hui, donc dans Retour à Quilibex, c'est le point de vue du traître. Voilà, je lui prête ma voix, c'est-à-dire que lorsque j'ai écrit Mon traître en 2008, c'est le petit Français qui parle. Le petit Français qui tombe amoureux de ce pays, amoureux de ces gens, amoureux de ce combat, qui essaie de les comprendre, de les connaître. Parmi eux, il y a cette personne qui est un ami, qui est un traître, mais ça, on ne le sait pas, il ne le sait pas. Personne ne le sait jusqu'à ce que les Anglais le vendent, puisque c'est les Anglais qui l'ont vendu.
il n'était plus utile. Le processus de paix était en cours, donc on se sert du traître pendant la guerre, et lorsque la guerre se termine, on peut s'en servir pour déstabiliser la communauté. Ils l'ont fait. Mais en tout cas, dans ce premier livre-là, paru en 2008, nous étions avec le petit Français, avec sa stupeur, avec ses angoisses, avec mais comment est-ce qu'on devient un traître, pourquoi il m'a trahi, des choses comme ça. Mais c'est très personnel. Il me manquait mon traître. Donc je suis allé les chercher, mon traître. D'abord parce qu'il a été assassiné. La question que je posais à Philippe tout à l'heure, c'était la dimension enquête de votre travail romanesque. Et elle est importante, cette dimension enquête ou Ben, là, c'est-à-dire qu'elle est importante dans le sens où mon ami, cet ami-là, avait mon âge lorsqu'il a été assassiné. Il avait à peu près mon âge. Là, j'ai changé les lignes, et l'homme dont j'ai fait un traître dans ce livre-là, qui s'appelle Tyrone Meehan, je le fais naître en 1925 en Irlande. Donc il y a un travail, c'est-à-dire que cet homme-là traverse toute la période 25. Vous racontez une histoire. Voilà, vous racontez l'histoire. Voilà. Hein. Et ce personnage de fiction, tout ce qu'il traverse est réel. Tout ce que chaque combat dont je parle, chaque personnage, il croise des vraies personnes, des vraies dates, des vrais faits. Donc il y a un travail, c'est-à-dire que le théâtre dans lequel le traître se meut, ce théâtre-là, évidemment, est un théâtre réel. Pourquoi l'appelez-vous traître alors que, comme lecteur, à aucun moment je ne pense, comment dirais-je, je ne valide sa traîtrise. Je comprends, hein, bien sûr, il y a quelque chose sur lequel on peut mettre ce mot-là. J'ai compris. Nonobstant, comme lecteur, à aucun moment, Tyrone Meehan, je ne peux le pointer du doigt. C'est ce que vous réussissez à faire. Hein, alors voilà, moi je ne le pointe pas du doigt. Non, mais j'entends bien. Bien sûr. Mais c'est ce que vous réussissez à faire. C'est ce que je voulais vous êtes convaincant. C'est ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je suis, moi, petit Français, j'étais à moitié terminé. J'étais le trahi. Pour être tout à fait terminé, il fallait que je fasse le tombeau de mon traître. Et pour faire le tombeau de mon traître, après avoir parcouru la stupéfaction du petit Français, il fallait que je parcours le silence du traître. Pour faire, je voulais être, à un moment donné, je voulais être la chimie, la symbiose de ces deux êtres-là. Maintenant, j'ai parcouru les deux chemins de croix. Le chemin de croix de celui qui a eu mal parce qu'il a été trahi, et je voulais parcourir le chemin de croix de celui qui trahit, qui est je pense que c'est une douleur aussi en soi. Je lui prête ma voix, je lui prête ma personnalité, je lui prête mon propre traître, hein, parce que où est-ce qu'on va chercher un traître lorsqu'on n'a pas trahi? On va le chercher dans le traître qui sommeille. Donc, je n'ai pas envie qu'on le condamne, mais je n'ai pas envie non plus qu'on le comprenne. J'ai envie qu'on l'accompagne. J'ai envie qu'à un moment donné, que le lecteur, il ait le choix, et que le lecteur qui lit ce livre-là, ben, il se détermine. Il est nous. Enfin, moi, je le pense comme ça. Voilà, c'est-à-dire que j'ai envie qu'à la fin, lorsqu'il meurt, le lecteur soit triste parce qu'il va mourir. Le lecteur va mourir en le lisant, comme moi je suis mort en l'écrivant. Alors ce qui est étrange, mais c'est, parenthèse, pour le coup, il y a une dimension thriller dans votre... J'aime bien ce mot. Dans votre récit. J'aime bien ce mot, ça me rend... Il y a une dimension thriller parce que comment est-ce qu'on tient un traître? Comment est-ce qu'on tient un traître? On tient un traître, surtout un traître qui trahit pendant plus de 20 ans, par un piège. Et ce piège, la mise en place du piège, les rouages du piège, un piège qui ressort 20 ans après un acte répréhensible, 20 ans après, je trouve que c'est effectivement de la dimension du polar. Je n'aime pas ce mot, mais en même temps, j'aime beaucoup les polars. Mais on est dans un polar. Les Britanniques, pendant cette guerre-là, ont mis en place des mécanismes de polar absolument Grasset incroyables. Fait des polars, tiens. Mais, je ne savais pas que Grasset faisait des polars. J'aime bien ce terme. Noire, mon garçon. J'aime bien ce terme. C'est un polar de série jaune. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les Britanniques, à Chypre, à Aden, en Palestine, en Inde, en Irlande, ils ont échafaudé des scénarios absolument hallucinants. Des scénarios romanesques, qui ont fait tomber des hommes, qui ont tué des hommes, mais en tout cas des scénarios dont on n'échappe pas. Ils ont refermé des nasses sur des hommes d'une façon absolument implacable. Et, écoutez, ce traître tel qu'il vit l'enterrement enfin pas l'enterrement de Tom Williams, le fils prodigue. Tom Williams, il est membre de l'IRA, il a été pendu en 1942. Et son un vrai homme qui a vraiment été pendu en 42. Absolument, et celui-là existe, bien sûr, c'est un vrai. Bien sûr. Et l'IRA ne récupérera son corps que plus tard. En l'an 2000. En l'an 2000. Et le réenterrera. Et on assiste à cette scène, le traître assiste à cette scène. Tom Williams, le fils prodigue. Et je vous demande de voir Chalandon,
Vous imaginez Chalandon à la place du traître. On est au cinéma et dans ce que je vais décrire, vous mettez comme acteur principal Chalandon et je trouve que ça colle. C'est ici qu'il avait été baptisé, ici aussi qu'enfant nous venions parler de choses graves en feignant de prier. Tom est revenu à la maison et nous l'accueillons dans la joie. Je regardais son cercueil, il tanguait dans l'obscurité. Le drapeau tricolore avait été cloué sur le bois blond. Parfois, les prêtres refusaient que les symboles de la République, le béret noir et les gants du combattant, entrent dans l'église. Il fallait négocier, ou chasser le curé et imposer le nôtre. Mais ce jour-là, tout s'est bien passé. Tom avait été pendu pour ce drapeau. La terre d'Irlande devait les accueillir ensemble et le curé de Clonard était d'accord. Je baissais la tête, fermais les yeux, les ouvrais en urgence avant de basculer. Je sentais les regards gênés, la compassion, la fraternité écœurante qui m'entourait. En sortant de la cérémonie, des dizaines de mains se sont posées sur moi comme les oiseaux d'Hitchcock. Douces, fermes, caressantes, timides, des bourrades, des frôlements. Je ne sentais ni mes bras ni mes jambes. Je hurlais dans ma tête, un cri de supplicié. Lorsque le cercueil est sorti, j'ai pleuré, une larme sèche de vieil homme, une traînée d'alcool blanc sur mon cuir. La foule était si dense qu'elle me faisait peur. Je mimais. Je feignais l'allégresse. Je prenais des mines de victoire en recopiant les joies. Il faisait froid et sec. J'avais entendu ce jour pendant 58 ans et il me meurtrissait, mon visage fermé au milieu du bonheur. Voilà comment vous écrivez, ce qui fait dire à certains de mes confrères que c'est sans doute votre meilleur livre. Je vous ai vu l'autre jour chez France 5 et je suis ce qui est assez étonnant quand je, comme lecteur, je sens qu'il y a encore une toute petite distance entre Philippe Lançon et son livre. Je trouve qu'il n'y en a plus entre vous et votre livre. Alors je ne sais pas à qui je souhaite le bien, mais... Moi, ce que je peux dire sur le livre de Sorge, j'avais lu Mon traître et j'ai lu celui-ci, c'est que par rapport d'une part au passage que vous venez de lire, ce qu'on voit, ce que moi en tout cas comme lecteur je vois, c'est que le traître est seul et que c'est lui qui porte la vérité du conflit. Parce que toute la vérité du conflit, c'est lui qui l'a. Puisque par son expérience tragique, c'est la première chose. Et la seconde, sur le travail propre de Sorge, c'est que pour moi, c'est véritablement un aboutissement, en tout cas momentané, de son travail d'écrivain. Parce qu'il a fait quelque chose qui est difficile. Il s'est mis dans la peau il a fait don d'un personnage de fiction à l'homme, à celui dont le modèle avait bouleversé sa vie et remis en cause ses valeurs. Puisqu'un jour, lui, Sorge Chalandon, a découvert qu'il y avait un homme qu'il avait admiré, qui avait été un héros, qui avait été son médiateur vers l'Irlande. Cet homme avait trahi. Donc je pense que ça a remis totalement en cause tout ce qu'il pouvait penser, percevoir de ce conflit, de ce pays, de tout, de l'amitié. Et il fait cet acte suprême à la fin de ce parcours romanesque de lui faire don d'une vie de fiction. Et ça, chapeau. Et pour vous aussi, l'occasion de vous réunifier. Alors moi d'abord, je me réunis puisque je suis à la fois le trahi et le traître, du coup. Et moi, ce que je peux dire, c'est que c'est pour ça que je suis très, très embarrassé par la... Maintenant que ce livre existe, je suis sur le flanc. Je n'ai pas eu ce sentiment, même avec Mon traître, je n'ai pas eu ce sentiment. Là, je suis sur le flanc et véritablement, je sais qu'il y a quelque chose qui vient de se tourner. C'est-à-dire que d'abord, je sais évidemment que je n'écrirai plus jamais de romans ou de choses fictionnelles sur l'Irlande. Le tombeau est fait. Et ça retournera sur... ça retournera, ça redeviendra ma sphère intime, mais je m'arrête. C'est-à-dire que... que voulez-vous que je sois maintenant ? Vous, c'est déjà pas mal. Oui, mais je suis ça, je suis les deux. Je suis ces... on prend. Je suis ces deux... Vous êtes d'accord ensemble ? Je suis ces deux personnages. Est-ce que vous avez un objet avec vous, messieurs ? Oui. On commence, je sais pas. Sorge. Moi, puisque je... Donc, moi, ce que j'ai... Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je le montre. Peut-être c'est là. J'ai un petit badge, on dit un pins maintenant, je crois, qui est un petit badge de Bobby Sands, gréviste de la faim, mort en 1981. C'est le badge authentique d'époque que j'ai gardé longtemps, soit sur mon revers, mais je suis journaliste, donc je n'ai pas le droit à prendre parti. Ouais, c'est vrai. Soit sur mon cœur, soit caché quelque part. Et je me suis dit que si ce badge n'était pas suffisamment éloquent, j'avais aussi la photo. Voilà. Cet homme est mort après 66 jours de grève de la faim. C'est un jeune homme. 10 sont morts en tout, 9 après lui.
pour le statut de prisonnier politique que Margaret Thatcher ne leur a jamais donné. Et aujourd'hui, les amis de ces hommes sont des ministres. Donc, c'est une chose que je voulais dire qui est extrêmement importante. Ces hommes-là n'ont pas fait la grève de la faim pour mourir, mais pour vaincre. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient vaincre et que Thatcher allait céder. Elle n'a pas cédé. Ils ne voulaient pas mourir. Ce sont des vivants. Ils restent vivants encore aujourd'hui. Alors, je voudrais simplement, parce que vous parlez de ça, je voulais vous passer un petit extrait de Hunger, le film de Steve McQueen. Je vous en supplie. Avec ces 12 minutes. Non, c'est plus que ça d'ailleurs. C'est cette espèce. C'est ce plan séquence. Plan séquence avec le prêtre. Avec le prêtre. Qui est une merveille absolue. C'est un plan séquence de 18 minutes. C'est une merveille absolue. C'est un prêtre dans la prison qui essaye de l'empêcher de faire la grève de la faim. Et lui va expliquer pourquoi est-ce qu'il faut la faire. So it'll take a couple of deaths, do you think? Maybe 5 or 6? But you're there's 75 of you. Aye, well, it won't come to that. All right, maybe the Brits will buckle after 20 or so. But why should you care? Because you're already dead, right? Have you thought about what you're going to be putting these boys through? I mean, putting aside what's going to happen to these poor men's families. You're going head-to-head with a British government who clearly despise republicanism, who are unshakable, who can easily live with the deaths of what they call terrorists. And the stakes are much higher this time. I know that. And if you're not even willing to negotiate, you're looking for them to capitulate. Is that it? Right. So failure means many dead men, families torn apart, and the whole Republican movement demoralised. Aye. Worst case scenario, it might well mean all that. But short term, out of the ashes, Come on. guaranteed there'll be a new generation of men and women, even more resilient, more determined. Look who you're talking to. There's a war going on. I thought you might understand. You're talking like a foreigner. You're talking to me like I'm a foreigner. You think I don't know Northern Ireland? I live here, man. Then support us. I supported the first hunger strike on the basis it was a protest. Not some pre-designed to die and balk at negotiation other than complete surrender from Thatcher. That's ridiculous, Bobby. It's destructive. Voilà, ce film est disponible chez MK2 et oui. Il illustrait parfaitement votre... Et moi, ce qui est bouleversant, c'est que j'ai vu ce film en avant-première à Paris. Nous avons fait venir deux prisonniers, dont l'un qui était l'un des prisonniers pas qui commandait la grève de la faim, mais qui choisissait. Et Bobby Sands lui avait dit, je te propose que toi, tu commandes la grève parce que je sais que tu me laisseras mourir, c'est un ordre. Et je veux que tu me laisses mourir, c'est un ordre. Et quand il a vu le film, les premières images, avec cet acteur, il s'est tourné vers sa camarade en disant « It's him », c'est lui. L'acteur, c'est lui. Et c'était... Dans votre livre sont sans doute parmi les pages les plus fortes, cette grève de la faim et cette grève de l'hygiène dans oui. les prisons. Hein. Je trouve oui. qu'il y a là une vingtaine de pages tout à fait prenantes. Est-ce que vous avez un objet, Philippe, avec vous ? Oui, en fait, j'en ai deux, mais ça va être bref. Donc, moi, j'apprivoise les pays que j'aime vraiment, je crois, par la sensualité. Et donc, le premier, je l'ai trouvé sur un vieux marché de Hong Kong, il y a bien longtemps. Vous savez, dans les marchés chinois, on trouve vraiment absolument de tout. Hein. Et donc, c'est un outil en corne qui permet tout simple, que m'avait vendu une vieille chinoise pour vraiment quelques Hong Kong dollars, c'est-à-dire vraiment 3 fois rien, et qui permet tout bêtement de se masser la tête, vous voyez. Et donc, c'est un outil qui m'a... Oui, qu'il faut peut-être avoir les cheveux courts, mais donc souvent les Chinois les ont et ça permet... Voilà, donc ça, c'est vraiment un outil très agréable, tout simple, vous voyez, tout simple, il n'y a rien, il y a de... Et l'autre... On finit à Cuba, donc. Et ben vous voyez, c'est un verre dans lequel, en fin d'après-midi, on boit du rhum. En ce qui me concerne, plutôt du rhum coloré, pur, sans rien. Et vous savez, on se met... Ah, vous êtes alcoolique ? Non. J'en bois un ou deux verres, enfin, je ne crois pas. Et vous savez, vous êtes dans les rues d'un quartier très populaire de la Havane, où vous vivez. Vous êtes installé, vous installez sur les marches et le crépuscule est en train d'arriver, donc il commence à faire moins chaud. Et dans l'été, là où vous avez été humide toute la journée, vous buvez ce verre en regardant simplement les enfants jouer au baseball avec des vieilles battes et les gens passer, un vieillard qui vend des tournesols, une femme qui crie quelque chose à son mec qui lui a fait je ne sais quoi. Bref, vous regardez les gens vivre et c'est tout. Est-ce que vous avez un objet avec vous, Marwan ? Oui, c'est mon nouvel ami, mon téléphone.
Ça fait la révolution, paraît-il. Oui, c'est possible d'organiser une révolution avec ça et de faire un film aussi. Et donc, chaque idée que je peux noter instantanément, je peux utiliser cela. Car on peut également stocker des images sur ce petit appareil et pour être en rapport avec la réalité, car on perd parfois le rapport à la réalité si on s'intéresse qu'aux informations. Mais ça peut également générer des problèmes avec les êtres chers également. Ah oui, c'est la dimension intime dont on parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Je voulais, avant de vous parler de nos choix, je voulais simplement vous signaler que Ciné Hebdo devient Ciné Mensuel. C'est le journal qui fait mal et ça fait du bien. C'est signé par Ciné et ça paraît tous les mois. C'est disponible en kiosque depuis aujourd'hui. Et puis Reporters sans frontières, toujours les photos pour changer le monde. Sinon pour changer le monde, du moins pour la liberté de presse. Cette année, elles sont consacrées à l'Inde. Voir, entendre, lire, c'est ce qu'on vous conseillera désormais toutes les semaines dans Des mots de minuit avec nos choix, signé Sophie Joubert. C'est l'histoire d'un village chrétien-musulman où les femmes vont tout faire avec beaucoup d'humour et beaucoup de sacrifices pour éviter la guerre à leurs hommes, pour éviter que leurs hommes se battent ou s'entretuent. Je parle de ce conflit au Liban, mais ce conflit, je le vois tous les jours, partout. Je le vois même ici, en France, entre les gens. Je vois cette intolérance de la différence. Je vois cette crainte de l'autre. Je vois cette peur de l'autre. Je vois comment on est à l'affût du moindre... comment dire... on n'est pas à l'aise avec l'autre. Cette guerre, je la vois. Donc, tout le temps, partout. C'est pas quelque chose de spécifiquement libanais, je trouve. حو كل اللي عندي مع شوية حشيشة يشطحوا جمال. قصيله فرميله حنيله كسريله نعميله كتريله والغميله يلا ابدا عطاسه شقفة تسوى المعصة شقراء وسمرة كله ماشي يلا حطي وزيدي وما تخبي هيدا حشيشة قلبي غرقان وبده فواشي. Je suis une femme, donc je pense à ma part de responsabilité dans ce qui se passe. Je pense à mon apport, à ma contribution. Qu'est-ce que je ferais moi en tant que mère, en tant que femme, et jusqu'où j'irai pour empêcher mon fils de prendre une arme et de descendre dans la rue. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إلى أهالي قريتنا الحبيبة ندعوكم إلى اجتماع تشاور بخصوص هالاشياء البلطامة اللي عم تعملوها بدناش إياها بالضيعة وذلك نهار الخميس القادم الساعة 6 مساء في مقهى الست أمال ولكل أبنائنا بالمسيح الحضور إلزامي جلسة غسل قلوب للخبريات والأخبار اللي عملتوها ببعضكم. Ce ras-le-bol que j'ai ressenti, je ne suis pas la seule à le ressentir. Tout le monde sent ce ras-le-bol. Et donc, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être très réceptifs de ça. Mais quand on parle de religion, c'est très délicat. Quand on parle de religion, il faut savoir le faire, il faut savoir s'y faire. Donc, ça pourrait aussi, je pourrais rencontrer des réactions un peu violentes. On verra. J'attends. Mais qui ne risque rien n'a rien, on s'en fout. Les défilés du Sen Chalayan sont conçus comme des spectacles qui mettent en scène les corps et font du vêtement un élément parmi d'autres. Musique, vidéo, design, architecture, art contemporain, son œuvre dépasse largement les frontières de la mode. Né à Chypre en 1970, il ouvre sa maison de couture à l'âge de 24 ans.
Ces premières robes recouvertes de limailles de fer ou découpées dans des enveloppes évoquent l'exil, les personnes déplacées, le déracinement. Artiste engagé, inquiet des intégrismes politiques et religieux, il imagine par exemple une maison vidée de ses habitants et dépouillée par un groupe d'intrus. Tous ces récits de mode sont basés sur des histoires réelles ou fictives, souvent biographiques. Sensible à la technologie, à la science-fiction et au rapport de l'homme avec la nature, Hussein Chalayan habille des créatures androgynes de matière futuriste, comme cette robe en résine dorée et fibres de verre décorée de pollen qui s'envole grâce à un système de télécommande. Ici, si au réveil on ne s'est pas préparé à partir au combat, on n'a pas la vie devant soi. Le nouveau roman de l'écrivain haïtien Lionel Trouillot commence comme un conte, un voyage initiatique sur la route qui mène de Port-au-Prince à un village de pêcheurs. Thomas est guide, il est chargé de faire découvrir son île à Anaïs, une jeune Française venue retrouver les traces d'un père disparu. Haïti et sa folie, son vacarme et sa beauté délabrée est le véritable personnage de ce roman dense où le trivial côtoie le merveilleux. Lionel Trouillot a aussi écrit sur le travail de la photographe américaine Jane Evelyn Atwood. Spécialiste des enquêtes au long cours en noir et blanc, elle a choisi la couleur pour porter sur Haïti un regard lumineux, loin de la violence renvoyée par l'actualité. Tout est là, dit Lionel Trouillot, tout ce qui anime les contradictions du vivre et du mal-vivre haïtien. Voilà, je vous signale que la réalisatrice libanaise Nadine Labaki sera sur le plateau d'avant-première mercredi prochain. Ne la ratez pas, son film est formidable. Messieurs Chalandon et Lançon, je vous propose une nouvelle séquence dans cette émission. Ça s'appelle un mot à mot, si vous voulez bien me suivre. Le principe est simple, hein, c'est simplement pour conclure cette émission de manière un peu ludique. Je vais vous proposer un mot et je vous demande de réagir par rapport à ce mot. De réagir comme vous voulez. De façon très courte. Vous pouvez pleurer à chaudes larmes si vous voulez, mais peut-être me dire quelques mots en réponse. Hein. Donc, je commence avec vous, Georges. Le premier mot est fidélité. Impératif. Non, mais pardon. Argumentez, mon ami. Fidélité, c'est une chose. Ce sont des mots que j'ai appris surtout en Irlande. Dignité, fidélité, respect. Et je ne peux pas argumenter plus. C'est quelque chose qui me tient à cœur et qui fait partie du socle. C'est ça. Philippe, je vous propose excellence. Excellence, ça me rappelle l'école. Donc c'est pas un très bon souvenir. Je ne crois pas avoir eu de prix d'excellence. Voilà, quand j'entends excellence, j'entends prix d'excellence. Et ça me rappelle les distributions des prix et les odeurs de cantine. Et vous détestez l'excellence? En tout cas, tel que... Oui, en fait, le mot a des résonances désagréables. Alors que Philippe est excellent, c'est ça qui est... Sorge, bégaiement. Bégaiement, ça rappelle un petit Sorge né en 52... qui bégayait lorsqu'il était enfant, qui bégayait encore lorsqu'il est triste, lorsqu'il est énervé. Enfin, je parle pas de moi à la troisième personne, hein. Mais en tout cas, le bégaiement, c'est souvent, à mon époque, c'est souvent des gauchers contrariés, parce que gaucher, c'était une vilaine main la main gauche. Il fallait pas écrire de la main gauche, c'était pas possible. Et donc pour moi, le bégaiement, c'est le seul handicap qui fait marrer. Quand on bégaye, les gens rigolent, donc c'est terrible. Quel que soit le handicap, les gens disent « Oh, le pauvre !» Double peine. Double peine. Et là, c'est « be », donc les gens se marrent. Donc, il y a un moment donné, moi, mon premier roman s'appelait « Le Petit Bonzi », et je l'ai écrit pour dire aux gens « Voilà, je suis bègue, et c'est comme ça. Il va falloir accepter et vivre avec. » Donc, le bégaiement, c'est quelque chose qui est formidable une fois qu'on l'a accepté. Moraliste, Philippe. Moraliste. Eh bien, je trouve que vous êtes un peu moraliste. Oui, enfin en tout cas le narrateur l'est, mais de manière assez presque burlesque d'une certaine façon, parce qu'il copie, il fantasme La Rochefoucauld, La Bruyère. Alors ce sont effectivement des auteurs que moi, à titre de lecteur, j'ai beaucoup pratiqué. Pourquoi j'aime les moralistes du XVIIe siècle, puisque c'est surtout cela dont il s'agit? Eh bien parce que en fait, c'est un jeu, c'est-à-dire que ce ne sont pas des vérités, ce sont des possibilités de la vérité qui sont éternisées
dans des formes parfaites. Je suis mal. Hein. Il parle bien. Hein. Bah, parler après Philippe, c'est toujours un peu compliqué. Non, mais je ne vous demande rien, parce que c'est encore un mot pour lui. C'est fumeur. Fumeur ? C'est bien. Eh bien, écoutez, fumeur, je ne fume pas, mais il m'arrive de collaborer, d'écrire des nouvelles dans un magazine qui s'appelle L'Amateur de cigares. Et si je ne fume pas, j'ai passé ma vie entouré de fumeurs et de fumeuses que je continue à tolérer, à aimer et à respecter. J'ai un mot pour tous les deux, journalisme. Alors, journalisme parce que Libération, tous les deux, parce que le Canard enchaîné, aujourd'hui, parce que 21, la revue 21, Charlie, voilà, Charlie Hebdo, hein, et l'Amateur de cigares aussi. Journalisme, comme vous venez de le suggérer, la base, c'est quand même, c'est banal de le dire, mais c'est rigueur, parce qu'on part des faits, on en manque. Des reportages et des enquêtes, et puis après, protéiforme. Parce qu'effectivement, à partir de là, quand on a commencé par là, on peut partir dans des tas de choses, dans la chronique, mais il ne faut jamais oublier que la base, c'est d'y aller voir. Sorge, journaliste. Journaliste, c'est rapporter ce que l'on voit, rapporter ce que l'on entend, rapporter ce que l'on... Mais ne pas se mettre en scène, quoi. Le journaliste n'est pas un sujet. Bon. C'est une phrase de moraliste. Pas du tout, c'est une phrase de reporter. Excellent. Musique maintenant, on retrouve Archimède pour un deuxième extrait de leur album Trafalgar, ça s'appelle L'intrus. Musique. Sirocco en était le héros. Que n'ai-je eu la chance de naître ailleurs, sous les augures un peu plus flatteurs. Je suis l'intrus, l'intello du sérail. Dès que je bouquine ou cruciverbis, c'est à l'abri d'un buisson. De peur des rousses comme un déjà valu mon goût pour les tapisseries d'Aubusson. C'est rien que le monospace de la main gauche-chevron. Que n'ai-je eu la chance de naître ailleurs, sous les augures un peu plus flatteurs. Je suis l'intrus, l'intello du sérail. Que n'ai-je eu la chance de naître ailleurs, sous les augures un peu plus flatteurs. Je suis l'intrus, l'intello du sérail. Je veux pas voir ma gueule dans striptease d'autant sur l'émission prévue numéro. Que n'ai-je eu la chance de naître ailleurs, sous les augures un peu plus flatteurs. Je suis l'intrus, l'intello du sérail. Je suis l'intrus, l'intello du sérail. Je suis l'intrus, l'intello du sérail. Merci. Merci messieurs, merci à vous messieurs. La semaine prochaine, dans l'émission Pour un regard, nous parlerons de l'exil de soi avec Denis Lachaud et Morgane Sportes. Nous aurons une conversation avec Zineb Zedira, Thomas Caden, c'est de la BD, Zedira c'est une plasticienne, et Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, on la connaît. Puis il y aura également des musiciens avec Yaron Herman. Je voulais particulièrement saluer, je l'ai déjà fait tout à l'heure, Sophie Joubert qui a rejoint l'équipe des Mots de Minuit. Saluer également Romain Roux qui est notre documentaliste et Nicolas Druet qui
notre réalisateur qui rejoint nos réalisateurs. Voilà, l'équipe s'est étoffée. C'est tant mieux pour cette émission qui s'achève avec les formules habituelles. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis. Ça ne me fait pas rire, mais c'est l'habituel qui me fait rire. Et sinon, on a atteint des records de surpopulation dans les prisons françaises l'été dernier. Au 1er août, 64 052 détenus pour seulement 56 506 places opérationnelles, comme dit l'administration. Il y a surpopulation dans les prisons françaises. Bonsoir, bonne nuit. Merci, messieurs. Merci. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux.